Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo et ce nouveau format sur la chaîne, c'est l'interview. L'interview d'un artiste, d'un mangaka, d'un auteur. La première personne à s'être prêtée au jeu, c'est l'auteur italien de Flare Zero, Salvatore Nives. C'est avec un immense plaisir que je vous propose cette vidéo. Merci aux éditions H2T, merci à Manga Corp pour le soutien technique. Et merci surtout à Salvatore Nives d'avoir accepté de répondre à mes questions. Je vous invite à vous abonner pour suivre mes aventures. Également, les liens des réseaux sociaux seront dans la description. N'hésitez pas à commenter qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau format. Et de suite, place à l'interview qui était filmée durant le festival de la BD à Angoulême. À tout de suite après l'interview pour un petit récapitulatif de ce qui va se passer durant ce confinement et le futur de la chaîne. A de suite. Bonjour Salvatore. Bonjour. Salvatore ou on dit Salvatore? Salvatore. Salvatore. Vous êtes l'auteur de Flare Zero, vous êtes architecte de formation. Oui. À quel niveau cela a pu vous servir dans votre carrière, dans votre travail de mangaka? Donc Salvatore est plus sur sa formation primaire est plus sur la mise en place d'éléments projetés véritablement, plus que dans la mise en scène d'éléments architecturaux à proprement parler. Ça, c'est des choses qui sont plutôt issues de son bagage personnel. Donc au final, là, quand on est en l'occurrence sur des projets avec des éléments médiévaux, notamment historiques ou médiévaux, là, dans le cadre de Flare Zero, très très fort, la formation d'architecte aide surtout à prendre en compte des données assez concrètes comme l'urbanisme, l'organisation des plans, les infrastructures et les choses comme ça. C'est vraiment pour avoir un œil très concret sur des éléments qui, de prime abord, peuvent être un peu plus abstraits. Ça se voit vraiment sur le détail des bâtiments dans Flare Zero, on le voit très bien, que c'est très détaillé. Donc j'étais pas surpris quand j'ai vu qu'il y avait une formation architecture derrière en fait. Comment on va... Question très bateau, mais que je pense que ceux qui vont regarder la vidéo sont intéressés. Comment êtes-vous arrivé au manga? Est-ce que c'est depuis tout petit? Est-ce que c'est une passion très tardive ou Donc oui, alors Salvatore a toujours été fan d'animation. Il a toujours regardé beaucoup de dessins animés et il faisait des dessins aussi de temps en temps. Et jusqu'à ce que, arrivé à la première année de lycée, une amie à lui a fait découvrir la lecture de manga à proprement parler, en lui offrant le premier volume de la série Inuyasha. Et donc c'est à la suite de ça qu'il est plus rentré dans la lecture de manga en découvrant des titres, notamment comme Vagabond, notamment les œuvres de Inoue, ouais. Slam Dunk en l'occurrence. Mais Vagabond et Slam Dunk ont vraiment été, en tout cas le travail d'Inoue en général, a vraiment été le point de départ qui l'a inspiré dans la recherche de la compréhension de la composition des pages, rentrer en profondeur dans la fabrication d'un manga, et c'est à partir de ça qu'il a commencé à appliquer ce qu'il a observé et les mettre en scène pour faire des bandes dessinées. Donc vous faites bien la distinction entre bande dessinée, manga en Italie par exemple, parce que vous êtes auteur italien, je ne l'ai pas rappelé. Donc est-ce que vous faites la distinction, comme nous en France, entre bande dessinée ou manga par exemple? Donc oui, effectivement, la différence se fait très nettement en Italie, ça se voit quasiment du premier coup d'œil, notamment parce que c'est pas le même produit du tout, ni dans l'esthétique, ni dans la manière de raconter les choses, ça saute vraiment aux yeux, donc ce sont deux catégories parfaitement distinctes en Italie comme en France. D'accord. J'ai vu dans les annexes de Flare Zero que vous passiez énormément de temps assis devant votre tablette à travailler. Est-ce que vous pouvez dire comment se passe la journée type d'un artiste comme vous, Salvatore Nives? C'est très très ennuyeux et il passe son temps à faire les mêmes choses. Donc non, effectivement on rigole, mais chaque jour est finalement composé de nouveaux challenges, de nouveaux défis. Mais en dehors de ça, effectivement, la journée type, les journées se suivent et se ressemblent en fait. Donc c'est pas compliqué, c'est se réveiller, passer sa journée à dessiner jusqu'à minuit et aller dormir, et en attendant, tenter de s'alimenter pour ne pas mourir. Parce que j'ai vu qu'il y avait quand même de la sucrerie à la Japan Expo. En demande de sucrerie, je trouvais ça très très drôle. Passer son temps à manger entre deux dédicaces, donc c'était... Son carburant. Voilà. Rentrons dans le vif du sujet. Flare Zero est l'histoire d'un jeune garçon, Alexander Draco, vivant reclus, doté d'un pouvoir qu'il ne maîtrise pas. Ça amène un peu de l'empathie
Est-ce que c'est une inspiration de son propre vécu, ou est-ce qu'il s'est inspiré, ou alors est-ce qu'il c'est son propre vécu, ou alors est-ce qu'il s'est inspiré d'une autre œuvre, par exemple? Donc en fait, donc Flair Zero et le personnage de Draco en l'occurrence n'est pas directement issu de son expérience personnelle. Il représente plus l'état de ses lectures à ce moment-là, au moment où le projet de Flair, de D'accord. manière, parce que c'est un projet qui est plus large, au moment où le projet Flair est un petit peu né dans sa tête. Donc on parle d'il y a 12 ou 13 ans. Ok. Donc ça représente un petit peu ses lectures de l'époque et c'est du coup les idées, les valeurs en tout cas qui étaient véhiculées dans ces lectures à ce moment-là. Et par la suite, le personnage de Draco n'a pas été le centre véritablement de cet univers, puisque à l'origine c'est une conception beaucoup plus large, une galerie de personnages beaucoup plus large d'un monde assez vaste. Mais Draco a été en fait un détail de cette histoire, un personnage précis qui a été extrait de cette histoire et développé dans un second temps pour créer l'univers de Flair Zero. Donc oui, non, c'est pas directement lié, c'est pas lié à son expérience personnelle. Ok. Parmi les inspirations, je vois que c'est un manga shonen, inspiré fantasy médiévale, ce que j'aime beaucoup. Est-ce qu'il y a des inspirations type, vous pouvez me donner des livres, des films, d'autres mangas, ou même des jeux vidéo, parce que ça pourrait servir de background d'un RPG, par exemple, d'un très joli RPG, vous pouvez me citer. Delle influenze in Influenze generale. in generale, sì, sì, Anche manga, TV, libri, film, anche videogiochi. Donc on est vraiment le vrai point de départ de l'univers de Medieval Fantasy dans l'intérêt qu'il développe pour le Medieval Fantasy venu à partir de Final Fantasy, D'accord. les jeux Ah. Final Fantasy, Ok. et particulièrement à partir du 7, le 7, le 8 et le 9 qui l'a vraiment marqué justement parce qu'il y a cette envergure véritablement assumée du médiéval qui est très 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 présent. Celui qui se rapprochait le plus, le 9, celui qui se rapprochait le plus d'un manga dans l'expérience narrative. Donc naturellement, au niveau cinéma, on est sur l'univers de Tolkien, du Seigneur des Anneaux, la trilogie, suivie de celle du Hobbit aussi, et dans les lectures, naturellement, l'incontournable Berserk. Oui, ça c'est très intéressant parce que en tant que grand fan de Final Fantasy, j'aurais aimé cette réponse et je l'ai eu parce que je suis entre le 7 et le 9, mon cœur balance plutôt le 7 Bien sûr. qui est plus cyberpunk et le 9 qui est plus fantasy. C'est très intéressant. Vous m'avez surpris avec cette série. Est-ce un défi aujourd'hui de tenter de surprendre le lecteur avec tous les shonen qui existent sur le marché en ce moment? Est-ce que ça a été un défi de pouvoir surprendre, d'essayer de surprendre le... En tout cas, moi, vous l'avez fait parce qu'il y a eu quelque chose, on en dira après. Mais moi, vous m'avez surpris, donc est-ce que c'était un défi? Est-ce que ça a été la règle de base? Donc oui, effectivement, c'est un véritable défi qu'il a à cœur de réussir en tout cas et de réussir à surpasser notamment les codes shonen qu'il a lui-même en tout cas digéré et appris. Et c'est justement la différence de tonalité qu'on ressent entre le volume 1 et le volume 2. Le volume 1 étant beaucoup plus classique dans sa conception du manga médiéval shonen et le volume 2 allant vraiment plus loin dans ces concepts-là pour justement se dépasser en tant qu'artiste et surprendre le lecteur véritablement. Surprenant le lecteur aussi par le personnage féminin de Aurora, que j'ai trouvé qui n'était pas de type shonen, comme habituellement dans ses attributs féminins par exemple, qui n'est pas bébête, on peut le voir dans certains shonen. Une femme forte, j'aime l'idée de la femme forte, qui va, elle, apprendre à Draco à évoluer dans ce monde, qui va lui servir un peu de guide, et qui va servir de guide à nous-mêmes, le lecteur. Je trouvais ça très intéressant. Est-ce que, quand vous en avez été conscient, est-ce que ça a été traité comme tel pour justement proposer un défi? Est-ce que ça a été un défi aussi? Alors effectivement, dans le rapport qu'il y a et dans la construction qu'il y a entre Draco et Aurora, finalement Draco représente tout ce que Salvatore a vu et dans les mangas qu'il a toujours lus, dans les shonen qu'il a toujours lus. En revanche, Aurora représente plutôt tout ce qu'il n'a jamais pu retrouver dans les shonen, justement en tant qu'archétype féminin. Cela dit, l'environnement dans lequel Salvatore a été élevé, étant issu de Naples, en fait, il a toujours été entouré de femmes très très fortes. Et finalement, c'est un peu cette image-là qu'il a souhaité mettre en avant dans ce personnage féminin qui, à ses yeux, manquait cruellement dans ses lectures précédentes. Alors, je ne vais pas spoiler, mais il y a vraiment un intérêt à découvrir surtout le deuxième tome de Flair Zero, de par sa jaquette, de par son univers. Et la mise en place de l'univers,
Voilà, en 2 tomes, il y a eu beaucoup d'informations données, énormément d'informations. Par moment, ça peut paraître compliqué à suivre, mais ça fait foi après parce que c'est expliqué par le déroulement de l'histoire. Est-ce que ça a été une prise de risque de raconter ça en 2 tomes? Est-ce que vous en êtes conscient que ça peut être rébarbatif à la lecture, au niveau de la lecture? Il y a beaucoup d'informations entre la ruche, les sentinelles, le flair, les rapports entre personnages, les pouvoirs, l'acquisition des pouvoirs, extériorisation et tout ça. Ça peut paraître compliqué si on lit pas le tome 2 et s'arrêter très vite au tome 1. Est-ce que ça a été un défi aussi? Donc oui, effectivement, Salvatore avait conscience que c'est un véritable défi d'arriver à introduire autant d'éléments dans finalement une petite série. L'exercice tel qu'il l'a conçu, c'était vraiment de dire que pour un premier projet éditorial en France, l'idée c'était vraiment de ne pas proposer une série beaucoup trop longue. Au contraire, d'être sur un propos soutenu, un rythme dense et intense, sans toutefois créer de confusion et en gardant toujours le contrôle, même si les éléments sont nombreux, les éléments scénaristiques et le ressort sont nombreux, mais garder le contrôle sur la manière dont ils sont amenés les uns à la suite des autres, sans un enchevêtrement un peu foireux. Et alors l'idée c'est effectivement de créer finalement un ensemble d'informations qui reste cohérent, toujours sans être indigeste, même si c'est toujours assez dense, et en sachant très bien que l'articulation se ferait à la fin du deuxième volume, puisqu'on ouvre sur un univers qui est plus large, au-delà duquel et au terme duquel l'ensemble de ces informations s'équilibrerait pour finalement retrouver un format un peu plus classique dans les publications manga en termes de tomaison. On a dit, je m'avais surpris, mais aussi ça m'a ému. Voilà, surprenant, ça m'a surpris parce que ça m'a ému également, surtout dans le tome 2, avec les rapports entre les personnages. Et surtout, ça passe par l'expression des personnages, je trouve, qui est très réussi. Avec le regard, les larmes et tout ça. Ça m'a un peu ému, c'était un peu triste par moment. Et il y avait vraiment un talent sur la confection des personnages. Et j'ai trouvé ça intéressant. Est-ce qu'il appuie vraiment son travail sur les personnages? Est-ce qu'il trouve que ça a de l'importance? Donc effectivement, la construction des personnages comme étant vecteur d'émotion est quelque chose de véritablement central dans sa manière de dessiner. Cela dit, ça ne concerne pas que le travail de Salvatore, mais ça concerne finalement tous les auteurs de manga qui savent que, de toute façon, le personnage est un miroir, est un reflet d'émotion. Notamment parce que Salvatore a suivi diverses formations au Japon avec des grands auteurs japonais, que ce point-là a été particulièrement soulevé, traité, et il a ciblé particulièrement les émotions et la manière dont elles sont véhiculées par les personnages. Cela dit, ce n'est pas non plus ce n'est pas une fin, c'est pas là que ça s'arrête finalement, parce qu'il y a aussi un travail de composition qui est fait pour appuyer ces émotions. Une scène tendue, en réalité, n'est pas tendue uniquement parce que le personnage l'exprime sur son visage, mais aussi parce qu'il prend place au milieu d'une mise en scène qui va appuyer cette tension au moins autant que ce qui passera dans les yeux du personnage qui est mis en scène. D'accord. Vous êtes assez actif sur les réseaux sociaux, comme on est en 2020, voilà, vous êtes assez actif. Est-ce que vous prenez en compte les critiques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, négatives ou positives? Est-ce que ça influe sur votre travail d'artiste au quotidien? Donc effectivement, oui, c'est important. Il considère qu'il est important d'être au contact et de tenir compte de la manière dont son histoire est perçue par les lecteurs, surtout sur un marché français qui ne le connaît pas finalement. Et donc effectivement, avoir un retour aussi direct grâce aux réseaux sociaux est quelque chose qui est à prendre en compte, dont il tient compte jusqu'à un certain point, mais ça n'influencera pas outre mesure le cœur de son histoire et le noyau tel qu'il l'a conçu. Toute critique est bonne à prendre venant des lecteurs, c'est normal, mais l'identité telle qu'il a imprimée dans son histoire, elle, suit le cours tel que lui l'a conçu. D'accord. Comment s'est passée la rencontre avec H2T et est-ce que vous êtes libre de votre travail? Donc effectivement, Salvatore a beaucoup de liberté dans son travail. C'est aussi ce qui lui plaît dans le travail donc avec les éditions H2T. Et donc cette liberté, ces échanges justement lui permettent de développer comme il le souhaite son histoire. Et donc Salvatore a été repéré par les éditions H2T. Donc en gros, nous l'avons repéré pendant
à la suite des résultats qu'il a obtenus suite à ces fameux concours internationaux Exact. au Japon, Exact. le Silent Manga Audition. C'est à partir de là que nous l'avons contacté et que nous avons initié à travailler ensemble. Donc justement pour ce futur projet après Flare Zero, donc l'aventure continue avec H2T. Quindi tu dopo Flare Zero continui a lavorare con H2T per il prossimo... Sì, sì. Oui, dopo il prochain Et projet. on va finir avec une question aussi très classique. Est-ce que c'est votre première fois à Angoulême? C'est la prima volta ad Angoulême. Oui. Ok. Oui. Première fois en France, non, ça c'est sûr. Non. Je le sais. Que pensez-vous de la France? En tant qu'Italien, c'est assez intéressant. Que pensez-vous de la France et des Français en général? Donc il a rencontré, il est très content, il aime beaucoup la France, donc la France est belle, il a rencontré que des personnes très gentilles et très avenantes. Il y a certains points communs justement au niveau de la culture, de l'art, de la nourriture notamment. Et il y a aussi des différences et des particularités clés qui font justement le sel de la culture française et en tout cas lui s'y sent très bien. Parfait. Ben, merci Salvatore d'avoir répondu à ces questions. À bientôt. Merci à vous, à bientôt. Voilà, c'est terminé pour cette interview. J'espère qu'il vous a plu autant que moi. J'ai pris énormément de plaisir à pratiquer cet exercice. N'hésitez pas à commenter pour me faire vos allusions, vos remarques, vos critiques, qu'elles soient négatives ou positives. Je remercie fortement les éditions H2T, l'auteur italien Salvatore Nives d'avoir répondu à mes questions, d'avoir joué le jeu. Je remercie encore Manga Corp pour son soutien technique. Le confinement, on est tous coincés chez vous, donc restez tous chez vous. Je vous invite à rester chez vous. La chaîne YouTube, l'envers du manga, va continuer. Je continuerai mes vidéos. Il y en aura peut-être évidemment un peu plus. Il y aura une vidéo achat. Je sais qu'elle plaît beaucoup sur la chaîne parce que j'avais acheté avant le confinement pas mal de mangas. J'en attends un petit peu. Donc je vous invite, j'espère qu'ils vont arriver, à me suivre sur les réseaux sociaux. Instagram et Twitter, à vous abonner. N'hésitez pas à partager le plus possible pour que les gens découvrent Flare Zero. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que tout ça vous a plu et ciao.